À quelques heures de la réception de Lens, l'actualité olympienne est rythmée par la conférence de presse de Gasset et de Gigot, mais aussi par les informations qui concernent la saison prochaine, puisque l'équipe a fait un gros point dans son édition du jour. On va revenir là-dessus en parlant des joueurs qui pourraient partir cet été, des pistes pour le futur coach, de la suspension de Moumbagna et aussi des tensions entre le tandem Longoria-Benassia et Stéphane Tessier. Comme d'habitude, petite question pour vous, qui sont les joueurs qu'il faut absolument garder lors du prochain mercato et ceux qu'il faut faire partir? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur la conférence de presse d'avant-match OM Lens. C'est Samuel Gigot qui était le premier à prendre la parole. Il a eu l'occasion de s'exprimer sur la fin de saison en affirmant que tout était encore possible, mais qu'il fallait enchaîner les résultats sur les 5 derniers matchs qu'il reste pour viser la 6ème ou la 5ème place. D'après lui, le match nul contre Nice est une déception, parce que l'équipe a eu des opportunités, mais il considère aussi que la performance n'est pas mauvaise parce qu'ils ont bougé les Niçois en étant en infériorité numérique. Il considère aussi que le niveau des équipes du championnat a augmenté et que beaucoup d'équipes avaient connu des périodes de moins bien. C'est clairement notre cas et il affirme qu'on est à la place où on mérite d'être. Évidemment, c'est dur d'espérer mieux quand on enchaîne les contre-performances. Concernant la possibilité de donner la priorité à l'Europa League, il explique que la priorité absolue c'est le match contre Lens et que ce serait une erreur de se focaliser sur le match face à l'Atalanta, puisqu'on pourra y penser en temps et en heure quand le match approchera. Questionné sur Lens, il parle d'une équipe athlétique qui a des qualités. D'après lui, la clé du succès sera de montrer le même état d'esprit conquérant que face à Nice et d'être très juste techniquement. Il s'est aussi exprimé sur son absence en expliquant que c'était un moment difficile, qu'il ne pouvait pas faire de la musculation et qu'il devait éviter au maximum les contacts physiques. Il se montre satisfait d'être revenu à 100% et on va maintenant attendre qu'il revienne à un bon niveau défensivement parlant parce que c'est loin d'être le cas depuis plusieurs mois maintenant. Il est aussi revenu sur les infiltrations que son frère lui a conseillé de ne pas faire mais qu'il n'avait pas vraiment eu le choix s'il voulait soulager certaines douleurs et jouer quand même. Jean-Louis Gasset de son côté a fait le point sur les blessés, il a confirmé qu'Ismail Assar était opérationnel, il s'est entraîné avec le groupe mais l'idée c'est de le réintégrer progressivement en gérant son temps de jeu pour éviter une rechute. Concernant Quentin Merlin, il pourrait être de retour en début de semaine prochaine, il sera logiquement forfait pour le match contre Lens mais il va reprendre les appuis très prochainement avec l'objectif d'être prêt pour l'Atalanta. Les nouvelles sont moins positives pour Chancel Bemba, a priori c'est un déplacement au niveau du ménisque qui le gêne encore un peu, il va mieux mais la blessure peut se réveiller à tout moment. Sur le match face à Lens, il explique qu'on est à 5.2 et que le match est donc très important si on veut être européen la saison prochaine. L'objectif du groupe c'est aussi de mettre fin à une série de 3 défaites consécutives au Vélodrome contre Lens. Il a aussi confirmé que l'équipe jouera à fond le championnat jusqu'au bout, c'est le même son de cloche que Benassia et Gigot, il ne compte pas tout miser sur l'Europa League avec l'espoir de la gagner pour se qualifier en Ligue des Champions. Il concède que c'est pas évident de jouer sur les deux tableaux avec un effectif limité en quantité, notamment à cause des blessures. Il a aussi volé au secours de Paul Lopez en expliquant qu'à la fin du match face à Benfica, c'était le héros, et qu'il est maintenant remis en question. Il explique son mauvais match contre Nice avec une concentration moins vive. Malgré tout, il considère que c'est un très bon gardien qui va rebondir. Concernant le temps de jeu de Jonathan Klaus, il explique qu'il fallait gérer son temps de jeu étant donné qu'il revenait de 5 à 6 semaines de blessure, qu'avec son staff, il envisageait de le faire sortir à la mi-temps, mais qu'il a décidé de pousser jusqu'à la 70e minute et que c'était déjà un très bon début. On enchaîne avec les infos actualités en commençant par un point sur la suspension de Faris Moumbagna. Elle a été confirmée par la commission de discipline de la LFP alors qu'elle était totalement scandaleuse. Là où c'est encore plus honteux, c'est que Monsieur Pignard a été sanctionné après son match désastreux. Il était prévu au sifflet d'un match prochainement, mais il a été remplacé. C'est ce qui a été annoncé par Eric Borghini, le patron de la commission fédérale de l'arbitrage. Donc si on résume la situation, il a été sanctionné pour ses mauvaises décisions, mais le carton rouge de Moumbagna n'a pas été annulé pour autant. On devra donc faire sans Faris pour le match de dimanche soir, et c'est assez incompréhensible. Dernière information avant de passer au gros point actualité de l'équipe, RMC Sport nous dit que l'UEFA a effectué un contrôle antidopage ce vendredi à la commanderie. C'est une procédure normale de la part de l'institution européenne avant les demi-finales. Il y a eu des prélèvements sanguins et urinaires pour détecter une éventuelle anomalie, mais a priori c'est surtout un contrôle de routine. On enchaîne avec le gros point de l'équipe sur les pistes pour le futur coach. Le quotidien confirme que Paulo Fonseca est la priorité absolue de la direction qui a pour objectif de faire venir un entraîneur qui est capable d'être sur le banc pour un projet de 2 à 3 ans. L'équipe ajoute que la direction aimerait annoncer le futur coach avant la fin du mois de mai. Ce serait une bonne chose que le coach soit en place le plus rapidement possible pour ne pas répéter l'erreur Marcelino qui a été annoncée à la toute fin du mois de juin. Là où c'était problématique, c'est qu'il est arrivé à quelques jours de la préparation estivale, le timing était donc pas idéal. En tout cas, la piste
Fonseca fait consensus entre Benassia et Longoria. La tribune olympienne expliquait au mois de février que la direction aimerait le faire signer libre à l'été 2024, mais on peut pas non plus exclure la possibilité qu'il prolonge à Lille en cas de qualification en Ligue des Champions. Pour la Minute OM, si l'OM n'est pas qualifié en LDC, on peut oublier la piste Fonseca, et ça me paraît assez crédible étant donné qu'il aura sans doute la possibilité de la jouer avec Lille. Je le vois mal quitter ce projet pour rejoindre un club qui ne sera peut-être même pas européen la saison prochaine. Quoi qu'il en soit, j'aimerais énormément que Fonseca soit le futur coach de l'OM. À l'heure actuelle, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'est pas indifférent à l'intérêt marseillais, et qu'il était chaud à l'idée de venir remplacer Tudor avant que la direction lilloise ne mette son veto. RMC Sport précise quand même que le dossier Fonseca est compliqué, il a des prétendants en première ligue notamment, et il a suivi de près les événements de cette saison, avec une instabilité chronique et la crise en général. Ça pourrait le décourager, mais le média affirme qu'il est tenté par une expérience dans le sud de la France pour des raisons privées. L'équipe a aussi cité Sergio Conceição parmi les cibles potentielles, une piste qui me semble plus que compromise étant donné qu'il vient tout juste de prolonger son contrat à Porto jeudi. Pour autant, sa prolongation semble aussi être une manière pour Pinto da Costa de frapper un grand coup en vue des élections présidentielles qui ont lieu très prochainement à Porto. C'est une piste qui me plaît beaucoup, mais sa prolongation met fin aux rumeurs de départ à mon sens. La piste a certainement été explorée, mais visiblement ça n'ira pas plus loin. Franquès serait lui aussi sur la shortlist des dirigeants. Mohamed Toubachter expliquait il y a une semaine qu'il n'était pas contre un départ mais qu'il pourrait rester faute de proposition. Son nom était déjà vaguement sorti au moment du départ de Tudor, mais aujourd'hui le coach lensois s'est amusé de cette rumeur en conférence de presse, en expliquant qu'il était en tout petit sur la une de l'équipe, en sous-entendant qu'il n'était qu'une rumeur secondaire à l'heure actuelle. RMC confirme en tout cas que Franquès est très apprécié par la direction marseillaise, à voir si ça va aboutir dans les prochaines semaines, mais la priorité est semble-t-il donnée à Paulo Fonseca. Le quotidien évoque 3 autres noms, celui de Thiago Motta qui paraît peu crédible. Il avait déjà expliqué que c'était pas forcément compatible avec son passif de joueur du PSG, et surtout il semble promis à la Juventus. Vincenzo Italiano serait lui sur les tablettes de la direction, comme l'évoquait la tribune olympienne. On en avait d'ailleurs parlé dans l'un des derniers épisodes d'Actu OM, et c'est une piste qui est plutôt intéressante à mon avis. Dernier coach évoqué par l'équipe, Habib Beye qui vient de valider la montée en Ligue 2 avec le Red Star. Son club espère le conserver, mais il aura certainement des propositions intéressantes en vue de la saison prochaine, grâce aux belles choses qu'il a réalisées là-bas. Questionné sur une possible arrivée à Marseille, Beye a expliqué qu'il était impossible de refuser l'OM, un club exceptionnel et passionnant qu'il a déjà connu en tant que joueur. Il concède quand même qu'il faut être prêt pour s'inscrire dans un projet comme celui-là. De ce qu'on comprend dans l'article de l'équipe, il n'est pas du tout considéré comme une piste prioritaire, mais son nom a fait partie de la réflexion des dirigeants. Reims et Lens sont attentifs à sa situation si Will Steele ou Franquès venaient à partir. Personnellement, j'ai trouvé que son travail avec le Red Star était très bon. Je suis pas contre l'idée de le voir entraîner l'OM un jour, mais je pense que c'est trop tôt, qu'il a besoin de faire ses classes dans un club de niveau supérieur avant d'envisager entraîner l'OM. Évidemment, si la direction lui fait une proposition concrète, il va sauter sur l'occasion, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour lui confier les clés du camion, comme on dit. Pour terminer sur les infos concernant le coach, Christophe Galtier ne figurerait pas sur la shortlist alors que son nom est cité à chaque changement d'entraîneur à Marseille. C'était surtout le choix de Stéphane Tessier, ancien stéphanois comme lui. Justement à ce niveau-là, l'équipe explique qu'un fossé s'est créé entre Tessier d'un côté et le tandem Longoria-Benassia de l'autre. L'affaire du tifo des South Winners a acté la rupture puisque Tessier l'avait apparemment validé sans que Longoria ne soit au courant, alors qu'il juge le tifo comme honteux et contraire aux valeurs du club. A priori, le président aurait même déclaré, je cite, « Je sais maintenant qui sont mes ennemis au sein du club, je ne peux plus travailler avec lui ». Une info qui va dans le sens inverse des déclarations de Longoria il y a quelques temps, quand il disait que Tessier était un ami proche, qu'ils partaient en vacances ensemble, et que les informations n'avaient pour seul but que de déstabiliser le club. C'est peut-être encore le cas aujourd'hui avec des infos qui tombent à quelques jours d'une demi-finale européenne, mais je serais surpris étant donné que plusieurs sources ont parlé de tensions entre les deux hommes depuis pas mal de temps maintenant. À mon avis, il doit y avoir une part de vérité. Le quotidien précise que Frank McCourt, qui est représenté par Jeff Ingram, devra prendre une décision rapidement pour éviter que le conflit interne se poursuive. L'équipe fait aussi le point sur l'effectif, ils affirment qu'Iliman Ndiaye et Amin Harit font toujours partie des plans de la direction pour la saison prochaine, même chose pour Merlin et Moumbagna qui sont arrivés au dernier mercato d'hiver. Parmi les joueurs qui vont rester, ils citent Murillo qui a plutôt donné satisfaction depuis qu'il est là en étant une très bonne surprise, Bamou Meïté et Bilal Nadir qui incarnent l'avenir, mais aussi Rongier et Ruben Blanco. En revanche, le quotidien explique que plusieurs joueurs importants pourraient être tentés par un dernier gros contrat, Bemba et Klose en ligne de mire parce qu'ils n'auront plus qu'un an de contrat en fin de saison, Verretou pourrait recevoir
des offres étrangères, mais il aura encore une année en option selon le nombre de matchs qu'il va jouer la saison prochaine. La direction ne retiendra pas Kondogbia outre mesure, étant donné qu'il a eu beaucoup de pépins physiques cette saison et que son salaire est très élevé. Aubameyang sera attentif aux offres de pays du Golfe, mais il pourrait rester si le projet du club était convaincant, puisqu'il est toujours aussi ambitieux. En revanche, Ismaïla Sarr et Azzedine Ounahi ne seront pas retenus coûte que coûte. Ils terminent leur article en évoquant déjà 3 départs actés, celui de Pape Gueye en fin de contrat et les retours de prêt d'Onana et Correa à moins d'un miracle, c'est-à-dire gagner l'Europa League pour valider le ticket pour la prochaine Ligue des Champions, mais il reste encore beaucoup de chemin d'ici là. Concernant Pau Lopez, l'équipe explique que son statut pourrait évoluer après 3 saisons au club. La direction avait déjà envisagé la possibilité de faire venir un nouveau gardien titulaire la saison dernière, mais c'est Marcelino qui a apparemment poussé pour le conserver. Selon le prochain coach qui arrivera, il pourrait décider de faire un changement à ce poste de gardien de but. Ce serait pas illogique parce qu'il a été décisif sur certains matchs, notamment en Europa League où on n'a pas grand chose à lui reprocher, mais c'est beaucoup moins bien en championnat. Son côté décisif est malheureusement trop aléatoire et on a besoin d'un gardien beaucoup plus régulier, qui rapporte des points beaucoup plus souvent, ça ne reste que mon avis. La dernière information me plaît beaucoup et elle concerne Leonardo Balerdi. A priori, la direction lui aurait proposé une prolongation de 2 ans avec une revalorisation salariale importante. Ils veulent en faire le pilier de l'équipe pour les prochaines saisons. La volonté, c'est aussi de le sécuriser pour éviter de recevoir des offensives d'autres clubs européens à un montant assez faible étant donné qu'il n'aura plus que 2 ans de contrat. Il y a un élément important à prendre en compte, si l'Atlético Madrid ou Naples se présente, ce sera compliqué de le retenir, mais si c'est des clubs moins huppés, ce sera possible de le garder. A voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, mais c'est très intelligent de le prolonger et c'est aussi un beau message à passer aux futurs joueurs qui passeront par le club. Balerdi a galéré à Marseille, il n'a pas fait l'unanimité très loin de là, mais il a relevé la tête malgré les critiques pour nous sortir une magnifique saison 2023-2024. Une grosse force de caractère pour un joueur qui n'a jamais cessé de travailler et qui s'est maintenant rendu totalement indispensable. Personnellement, j'espère vraiment qu'il restera et qu'il va s'inscrire sur la durée, mais comme on l'a dit, ça dépendra des propositions qu'il recevra cet été et sans doute du projet marseillais. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le référencement, de vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Mercato dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'avant-match d'OM Lens et d'ici là, je vous invite à aller voir l'épisode de Que sont-ils devenus, le 3e de la série qui est sorti vendredi midi. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.